5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes auditeurs auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle émission à parler de sport jusque minuit pour une nouvelle émission du Campus Sport Club avec toujours petit air. Voilà, ça c'est les secrets de fabrication. Vous qui nous écoutez, vous ne le savez pas, mais c'était surtout pour dépanner, pour régler un problème technique de dernière minute. Et ça, c'est du professionnalisme. Vous voyez ? Ça, c'est bien. Bien sûr, pour revenir sur l'actualité sportive du moment, jamais seul, et là, j'allume leur micro et c'est bon, ils sont en transe, ils sont en panique. C'est mes chroniqueurs qui sont avec moi ce soir. 4 belles têtes, avec, pour commencer, oui, c'est vrai que c'est mieux quand même. C'est mieux, avoir le micro, lui. Le bon micro. Le bon micro. Le bon micro face à soi. Antoine, comment tu vas ? Bah, ça va super. Ça va la forme? Super. Du moment qu'on a le bon micro, normalement, en radio. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Face à moi, ils seront 2 même à animer la même chronique ce soir, bien sûr sur le derby, mais ça on en parlera un peu plus tard. C'est Guillaume et Baptiste. Comment vous allez les mecs? Super, salut. Ouais, très bien aussi. Je suis hyper content de parler de notre belle région qu'est le Nord-Pas-de-Calais, même s'il pleut souvent. Oh, ça va. Oh, ouf. Non, alors t'étais pas là les années d'avant, alors. Si, bah si. Bah si. Ah, si. Attends, pour le rappel, tu t'es pas de Calaisien, toi. Ouais. Parce qu'il y a nordiste et nordiste. Toi, t'es... Bah, je suis né dans le Pas-de-Calais, mais j'ai vécu dans le Nord. Donc je suis un peu des deux. Okay. Donc t'as un vrai... je suis un cas particulier. T'as un vrai nordiste au sens large du terme. C'est vrai. Super. Je suis un vrai nordiste au sens large. Et une qui ne me semble pas être nordiste, loin de là. Du tout. Julia, comment tu vas ce soir? Très bien. Le meilleur pour la fin. On a le droit de le dire. Mais très contente d'être là dans ce semblant de cette semaine de vacances, on va dire. Oui, c'est à Toussaint. Soi-disant. C'est à Toussaint pour les petits scolaires. Mais je pense qu'ici, on avait hâte de parler de sport, donc on travaille ici. On travaille pour revenir sur l'actualité sportive du moment, donc évidemment, avec pour commencer chaque émission. Même si je dis ça, je dis pour commencer chaque émission, alors que ceux qui nous ont écoutés la semaine passée avec le hors-série Antoine Griezmann, je vous invite à les réécouter si ce n'est pas déjà fait, sur ces 10 ans en bleu, on n'a pas du tout abordé les chroniques habituelles et donc pas du tout les résultats. Antoine Griezmann, vous avez écouté? Une partie. Ouais. La partie 1. La partie 1. Oui, parce qu'il y a une partie bonus. Elle est coupée en 2. Oui. Non, c'est pas qu'elle est coupée en 2, c'est qu'on a fait une partie bonus. Ok. Ouais, tu vois. Et la partie bonus, elle est plus rigolote. Je vous invite aussi à l'écouter sur YouTube, Spotify, Deezer, la partie bonus. Mais bon, il y en a un qui trépide d'impatience que je vais vite lancer. Pardon. En plus, il a composé un magnifique jingle, faut qu'on s'entende ça tout de suite. Antoine, avec les résultats dans un instant. En ce début d'émission, on vous rappelle tous les résultats importants de la semaine sur Campus Sport Club. Oui, c'est important, les résultats. Très important. Et qu'est-ce qui était important de suivre ce soir, surtout Antoine? Eh bien, tout d'abord, ce soir? Ah oui. Ou dans la semaine? Bon, allez, dans la semaine. Dans la semaine, on va commencer dans la semaine. Parce qu'en football, en termes de grands matchs, on a été servi ce week-end avec le classique, le derby du Nord, celui de la Côte d'Azur, le Classico, Arsenal-Liverpool. Je pense que vous connaissez déjà les résultats, mais petite piqûre de rappel. On commence donc en France et notre chère Ligue 1, avec la 9e journée pleine de grosses affiches. Commençons avec le derby du Nord. Avant même de vous donner le score, j'ai les larmes qui montent. Le LOSC l'a emporté 2-0 avec 2 buts dans le temps additionnel et un penalty discutable, et c'est pas le Landersois qui parle. Les Lillois font une bonne opération et confortent leur 4e place avec 3 points d'avance sur les Saint-Yor qui se font rattraper par leur adversaire. Seul 1 point sépare la 5e place de la 10e. Et on continue avec le derby de la Côte d'Azur. Cette fois-ci, c'est une victoire à domicile de Nice 2-1 face à Monaco.
Après avoir été mené 1-0, les hommes de Francaise ont su retourner la situation. Nice reste 8e, mais remonte donc à 1 point de la 5e place. Et Monaco stagne à la 2e place et perd du terrain face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Et oui, le PSG a remporté le classique au Vélodrome 3-0, net et sans bavure. Les Marseillais ont évolué à 10 dès la 20e minute, le PSG renforce donc sa place de leader et l'OM reste 3e et voit le LOSC revenir à égalité de points. En Ligue 1, nous pouvons également noter la contre-performance de Lyon face à Auxerre au Groupama Stadium. Ils ont concédé le match nul, 2 buts partout, après avoir mené à 2 reprises au score. L'OL piétine et reste 7e. Après cette journée, les clubs relégables sont Saint-Etienne qui est en position de barragiste, Le Havre et Montpellier. Un petit mot, peut-être juste l'équipe sur, pour vous, la performance, sans s'étaler, mais la performance du week-end, c'est... on est sur le Classico, on est sur le Derby du Nord, ou est-ce qu'on est sur même Nice-Monaco avec cette équipe monégasque qui sait aussi perdre? Moi, je pense que c'est Paris au niveau du Classico, parce que mettre quand même 3-0 à Marseille, alors qu'on s'attendait quand même à un vrai duel entre les deux équipes, je trouve que mettre 3-0, c'est une sacrée performance de la part de Paris. D'accord. Bah, en prenant en compte ou pas le carton rouge, tu t'insinues? Hein? Même sans ou avec, je pense que là, c'est... Ah, tu penses qu'il y aurait eu 3-0 sans carton rouge? Je pense pas qu'il y aurait eu 3-0, mais je pense qu'il y aurait une nette domination quand même de Paris. D'accord, ok. Bon. C'est ce qui retient. Et les autres, vous suivez? Je vais contredire Baptiste, mais le PSG qui bat Marseille au Vélodrome, c'est pas une nouvelle. Enfin, ça arrive quasiment chaque année. Attention à ce que tu dis quand même. Et souvent assez lourdement. Donc en vrai, 3-0 pour Marseille, il y a eu pas mal de résistance. C'est bien, ils ont pas pris de but en seconde période. Mais non, en vrai, sérieusement, on attendait quand même un gros match, sachant que le PSG cette année paraît plus abordable que les autres saisons, avec aucune star majeure. De l'autre côté, Marseille avait fait un bon mercato, notamment l'arrivée de Rabiot, ça remettait Marseille en position de force par rapport au PSG. Mais c'est vrai que Paris a très vite bien joué, et puis le carton rouge, c'est vrai, a changé pas mal de choses, on va pas se mentir. Mais je pense pas que ce soit un grand exploit du PSG. Par contre, la victoire de Nice contre Monaco, ça je trouve c'est plutôt intéressant, parce que Monaco restait vraiment sur une très bonne dynamique, une victoire 5 ans en Ligue des Champions. Et Nice qui avance doucement mais sûrement, mais je trouve que on les attend pas trop, et pour le coup, battre Monaco, ça reste une très grosse performance pour moi, oui, même à domicile. Antoine en parlait à l'instant du Classico français, mais il y avait aussi le vrai, El Famoso Classico. L'Espagnol, effectivement. C'est, pour moi, la grosse affiche du week-end. Elle s'est bien déroulée donc samedi soir au Bernabéu, le Classico. C'était, je peux me permettre, une humiliation sur la place publique, 4-0, avec un doublé de Lewandowski. Les Barcelonais restent premiers de la Liga avec 6 points d'avance sur les rivaux après 11 matchs. Je pense que nous pouvons adresser toute notre force aux supporters madrilènes. Si je fais cela, c'est qu'en temps de Lensois, je sais ce que c'est de perdre un gros match à la maison. C'est très douloureux. Petit tour en Première Ligue. Le match du week-end était Arsenal-Liverpool et le match a tenu toutes ses promesses. 2 buts partout à l'Emirates Stadium. Arsenal avait ouvert le score rapidement avant d'être rejoint au score par Liverpool dès la 18e minute. Arsenal reprend une seconde fois les devants avant la mi-temps, mais Liverpool et Mohamed Salah n'avaient pas dit leur dernier mot. Égalisation de l'Égyptien à 10 minutes du terme. Score final, 2 buts partout. La bonne opération est alors pour Manchester City, qui a assuré une victoire 1-0 face à Southampton. Ils reprennent la première place à Liverpool pour un petit point. Aston Villa n'avance pas en Première Ligue avec une contre-performance samedi face à Bournemouth à Villa Park. En effet, les Villains menaient 1-0 à partir de la 76e minute. Mais à la toute fin de match, à la 96e minute, les adversaires égalisent et freinent Aston Villa au classement. En effet, Arsenal et Aston Villa se font distancer, 5 points les séparent désormais du leader Manchester City. Et avant de retrouver nos clubs nordistes, j'avais vraiment envie de vous partager ce gros match en Serie A. Inter Milan-Juventus. Deuxième contre le troisième du championnat, le match commence bien pour l'Inter avec l'ouverture du score sur penalty à la 15e minute. Mais avec 2 buts en 6 minutes, la Juve renverse le match. 2-1 à la 26e minute pour la vieille dame. L'Inter répond avant la mi-temps avec aussi 2 buts en 2 minutes, 3-2 pour l'Inter à la 37e minute. Le scénario est déjà fou, mais ce n'est pas fini. Au retour des vestiaires, les Interistes creusent l'écart, 4-2. Et le Turinois Kenan Yildiz entre en jeu à la 62e minute. Au passage, un très bon nombre, même après ce week-end, et vous verrez qu'il va porter bonheur. En effet, Yildiz claque un doublé en 11 minutes et ramène la Juve à 4-2 à 10 minutes du terme. C'était le match divertissant de week-end.
Et le match vient de se terminer il y a quelques minutes dans le même championnat. AC Milan-Naples, les visiteurs napolitains l'ont emporté 2-0 à San Siro, ce qui leur permet de prendre le large sur les dauphins interistes avec 7 points d'avance, en attendant les autres matchs de Serie A demain soir. Revenons à nos clubs nordistes. Et comment ne pas parler d'un club surprenant et qui continue de nous faire rêver en Ligue 2, Dunkerque. Leur victoire 2-0 à domicile face au Red Star leur a permis de faire une belle opération au classement. Mais ce soir, malheureusement, ils se sont inclinés sur la pelouse de Lorient, 4-2. Dunkerque tombe donc à la 5e place, à égalité de points avec le 3e Annecy. Le Paris FC, lui, reste premier après un match nul décevant au stade de la Licorne à Amiens. On finit avec nos clubs du Nord en national. Vendredi, Valenciennes l'a emporté 2-0 à domicile face à Dijon, ce qui leur permet de rester 5e malgré des matchs en retard dans le championnat. Et on finit avec le foot et le foot féminin de l'équipe de France. Pour la première de Laurent Bonadé, vendredi, l'équipe a battu sèchement la Jamaïque en match amical 3-0 avec un but de l'inépuisable Wendy Renard. Elles ont enchaîné ce soir un deuxième match contre la Suisse. Après avoir concédé l'ouverture du score, l'équipe de France est revenue au score avant la mi-temps. La Suisse est repassée devant à la 54e minute. La France s'incline sur le score de 2-1. Et on passe au tennis. On s'approche très sérieusement de la fin de saison et Mpetshi Perricard a réalisé la performance de la semaine du côté français. Il a remporté l'ATP 500 de balles en battant des grosses têtes d'affiche. Félix Auger-Aliassime en 8e, Shapovalov en quart, Holger Rune en demi et enfin Ben Shelton en finale. Et dans toutes ces rencontres, il a remporté une manche au tie-break. C'est une preuve de cran et on a même vu une image où il sert à plus de 230 km/h sur une deuxième balle, sur une balle de 4 partout au tie-break. Ça montre le caractère du bonhomme. Et donc depuis hier, le Paris Rolex Master a débuté. Et pour poursuivre sur sa lancée, le Français Giovanni Mpetshi Perricard a donc battu la tête de série numéro 14 cet après-midi, Francis Tiafoe, en 3-7 et encore un set remporté au tie-break. Richard Gasquet lui a perdu contre le Belge Zizou Bergs. L'aventure avec ce tournoi est terminée pour lui après l'annonce de sa fin de carrière après Roland Garros 2025. Arthur Fils lui a assuré face à Silic en 2-7, 7-6, 6-4. Face à Ben Shelton, Corentin Monté y a cru en remportant le second set au tie-break 10-8, mais finalement il ne résistera pas à l'américain, 6-3, 6-7, 6-3. La veille, c'est Adrian Manarino qui a créé la surprise en s'imposant face à Tommy Paul, tête de série numéro 11, après une saison très compliquée. Hugo Humbert, lui, s'est fait peur face à Nakashima en l'emportant en 3-7, 6-3, 4-6, 6-4. À noter le forfait de Yannick Sinner pour maladie, ce qui permet à Arthur Cazaux d'être repêché directement au second tour. Désormais, c'est donc Alcaraz la tête d'affiche, et face au Chilien Nicolas Jarry, il a assuré en remportant le match 7-5, 6-1. Un petit mot peut-être sur cette page tennis avec Richard Gasquet. Je ne sais pas si ça vous affecte plus que ça. C'est vrai qu'on arrive quand même sur la fin aussi d'un bonhomme. C'est drôle, on a la fin de Gasquet, on a l'émergence de Perricard. On avait un peu la fin de Tsonga, on avait l'éclosion de Fils. Est-ce qu'on vous trouvez qu'il y a cette mouvance de relève ou il y a que moi qui l'observe cette tendance-là? Si, il y a quand même une tendance de relève. Quand on voit le match de Mpetshi Perricard, je trouve que franchement il a fait un sacré match. Puis c'est pas que des petits joueurs, hein. Il a affronté Tiafoe et Shelton, c'est quand même des gros joueurs. Et voilà, ça a noté, et je pense que oui, ça peut devenir Mpetshi Perricard et Fils aussi des tennisman dans la relève de Gasquet et Monfils. Des vraies têtes d'affiche. On voit Perricard qui est aux portes du top 30, 31e mondial en ce début de semaine. Fils qui lui est toujours dans le top 20. Ouais, ça, et Perricard, je crois, il y a même pas un an, il était au-delà de la 200e place, ou il y a 2 ans peut-être. Ça va vite, hein. On a l'impression aussi que ça va vite dans le tennis. Bon, en tout cas, c'est bon signe. Tu avais un mot aussi. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a une sorte de relève là qui est en train de se faire entre d'un côté la fin des 4 mousquetaires, Richard Gasquet, c'est un des derniers à tomber, je crois, il reste que Gaël Monfils. Bah oui. C'est le dernier. Hein. Ouais, c'est ça. Et de l'autre, cette montée. On dit il reste, pardon, mais Gasquet encore là jusqu'à Roland Garros. Comme le disait Antoine, jusqu'à Roland Garros. Mais de l'autre, c'est vrai que les Français commencent à nous faire de plus en plus plaisir. Même si je veux pas tomber dans la culture de l'instant ou quoi, les Français, je crois, ils ont gagné 4 ATP 500 cette saison entre Fils, Humbert et Mpetshi Perricard. Donc oui, ils commencent vraiment à nous faire plaisir et on espère qu'ils vont performer en Master 1000 et en Grand Chelem maintenant. Comme les 4 mousquetaires gagnés des ATP 500, mais l'étape d'après, c'est au moins un Masters 1000. Alors, on va pas leur tomber dessus pour les Grands Chelems, mais déjà les Masters 1000, il y a que Tsonga. Ouais, mais il y avait le Big Free. Oui, voilà. Maintenant, c'est peut-être plus abordable. On verra.
On verra. En tout cas, fin de la page tennis, mais on reste dans du tennis de table. Exactement. Avec Félix Lebrun, et il a enfin fait tomber son grand frère Alexis en match officiel après 5 défaites contre lui. C'était lors des quarts de finale WTT de Montpellier samedi, 3-7-1. Un WTT, c'est l'équivalent d'un Master 1000 au tennis, et il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, Félix. Il a éliminé le numéro 2 mondial, Lin Chingdong 4-7-0 en demi-finale, avant de remporter le tournoi dimanche. En effet, il a battu le japonais Tomokazu Harimoto, 8e mondial, en 5-7. C'est la toute première fois de l'histoire qu'un pongiste européen remporte un tournoi d'une telle envergure. Après des JO où les frères Lebrun nous ont fait rêver, on dirait qu'ils ont décidé de continuer et c'est pour notre plus grand plaisir. On passe maintenant au sport mécanique et on commence par la Formule 1. Le GP du Mexique a resserré les écarts en tête du classement à seulement 4 grands prix du terme de la saison. Effectivement, Max Verstappen a seulement terminé 6e à 1 minute du vainqueur Carlos Sainz. Lando Norris lui termine 2e à 4 petites secondes de la gagne. Ce sont tout de même de précieux points récupérés par rapport à Verstappen. Grâce à cela, il revient seulement à 47 points. Pour se rendre compte de cet écart qui n'est pas si énorme, imaginons que Lando Norris gagne les 4 derniers Grands Prix, il reviendrait au minimum à 2 points de Max. Donc Verstappen n'a pas le droit au faux pas sous la pression de Lando Norris. Du côté du classement constructeur, le résultat final est vraiment indécis. 3 écuries se tiennent en seulement 49 points, dans l'ordre McLaren, Ferrari et Red Bull. On continue maintenant avec la MotoGP. Avec 2 Grands Prix restants, le suspense est à son comble. Sur une piste mouillée dimanche, le Grand Prix de Thaïlande a réduit les écarts aussi entre les 2 prétendants. En tête du classement, Jorge Martin et juste derrière l'Italien Francesco Bagnaia. Avant la course, il y avait 22 points d'avance en faveur de l'Espagnol Jorge Martin. Et après un Grand Prix mené d'une main de maître sur une piste glissante, Francesco Bagnaia a résisté aux attaques de Marc Marquez avant que ce dernier parte à la faute. Jorge Martin a alors pu assurer la seconde place. L'écart est désormais seulement de 17 points à 2 Grands Prix de la fin. Du côté de nos Français, Joan Zarco a terminé 8e et Quartararo a passé la ligne d'arrivée en dernière position 16e. Il y avait des non-finishers derrière, mais parmi ceux qui ont passé la ligne, il était dernier. Cela est dû à un accrochage avec son ancien coéquipier Morbidelli, qui a mal jugé son freinage et qui a percuté les pilotes français. Celui-ci était pourtant passé de la 11e à la 6e place en seulement 2 tours. Morbidelli a reconnu son erreur après le Grand Prix. Rien de méchant, juste une erreur de pilotage. Et peut-être un petit mot aussi sport méca, je sais pas si vous suivez tous ça, mais pour vous c'est quoi le plus haletant? C'est 2 Grands Prix et 17 points d'écart ou 47 points et 4 Grands Prix en Formule 1? Waouh. Bon, ok. Ben, on va oublier la question. Hein, on va oublier. Non, il y a vraiment pas ici de 2 roues, 4 roues, il y a rien? Non. Non. 2 roues à la limite, mais cyclisme, mais pas. Ah oui, ça va un peu moins vite. Ouais, ça va un petit peu moins vite. Ouais. D'accord. Ah oui, pardon, excusez-moi, je me suis emporté. C'est ma faute, Antoine. Et du coup, on va pouvoir finir, si tu le veux bien, avec un mot de rugby, sur Antoine. Et oui, en top 14, la saison continue de battre son plein, effectivement, après, avec la 8e journée. La rouste du week-end a eu lieu à Toulouse ce dimanche soir, face à Toulon. 57-5. Les mots pitié a échappé aux 15 Toulousains. Ces derniers restent donc en première position, un petit point devant l'UBB. Ces derniers, eux, l'ont emporté à domicile face à Pau, 19-6. Merci Antoine pour ce grand. Ouais, désolé, je me suis emporté sur les sports mécaniques. Là, j'ai vu le blanc dans vos yeux. Excusez-moi pour ça. Écoutez, il est temps, petite première interlude musicale, si vous voulez bien. On va prendre un temps ici sur Radio Campus Lille 106,6 FM avec niveau sonore du soir. Il y en a un, ça va peut-être vous faire écho, ça va vous faire marrer. Celui-là, c'était juste pour faire un clin d'œil par rapport aux résultats. Je vais rebondir sur le classico, comme c'est quand même le grand mot de cette chronique des résultats. Non, pas de bande organisée ou des choses comme ça. Non, c'est peut-être pire, justement. On va pouvoir en juger tous ensemble. C'est plus pour la blague. Il y a un film qui s'appelle Classico avec Ahmed Silla. Et évidemment, comme ça va de Marseille à Paris, ça s'est amusé dans la bande-annonce, dans la bande-son plutôt du film à faire un son. C'est ce soir, c'est Classico. On va pouvoir juger ça tous ensemble, tranquillement. On garantit rien. Si ce n'est peut-être éclatez-vous un instant et après on oubliera tout ça. À tout de suite. Non, mais on aurait aimé en deuxième mi-temps avoir un autre featuring. Bon, c'est vrai qu'Amexila intervient à un moment donné où on n'a pas forcément besoin de lui. Ce soir, c'est Classico, c'est à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Vous aurez peut-être reconnu Ahmed Silla qui sait faire les accents parisiens, marseillais. On a pensé quoi ici l'équipe? Ce soir, c'est Classico. Ça, on bouge un petit peu quand même.
Ouais, ça fait un peu bouger, ouais. Bon, c'est ok. Là aussi. Moi, j'ai bien aimé l'imitation de Didier Deschamps à la fin, mais. Ah oui, voilà. Ouais. Bah, au moins, tu l'as capté. Si vous voulez, on peut parler aussi de Formule 1 ou de MotoGP. Hein. Y a pas de souci. Allez, en tout cas, après la page résultats, page aux news, tout de suite dans le Campus Sport Club. Et pour une fois, c'est moi qui m'y colle. Vous avez hiberné tout le week-end, pas de panique. Un retour sur l'actualité sportive du moment, c'est tout de suite dans les news du CSC. Et des news qui vont démarrer avec du cyclisme du 2 roues. Je pense que vous auriez eu du mal à passer à côté de l'info aujourd'hui. C'était surtout ce matin, ce midi, pour ceux qui se lèvent tard, au Palais des Congrès de Paris. Les parcours des Tours de France hommes et femmes ont été dévoilés dans leur entièreté. On le savait depuis l'année dernière à la même époque, hein, mais le grand départ du Tour de France, eh bien, il se fera à Lille l'été prochain. Et plus précisément, du Champ de Mars, si vous voulez vraiment assister au premier coup de pédale, ça sera le samedi 5 juillet, pour une boucle qui ramènera les 176 coureurs à Lille. Voilà, donc au cas où, si vous loupez le départ, l'arrivée, on peut s'entendre sur ce point-là. Les deux étapes suivantes, entre Levain-Planck et Boulogne-sur-Mer, puis de Valenciennes à Dunkerque, donc marqueront la fin de ce grand départ dans le nord français. On prendra la direction du sud, on filera vers Amiens et Rouen, avant un contre-la-montre sur la 5e étape à Caen. Plein ouest ensuite, après la Normandie, passage obligé par la Bretagne et Saint-Malo. Une fois la 8e étape et la conclusion à Laval, on passera dans les terres, dans le centre et Châteauroux, dans le Massif central, et un final au Mont-Doré et au Puy-de-Sancy pour la première fois de l'histoire, ça sera une ville arrivée. Et 5 étapes prendront ensuite place dans le sud-ouest français et les fameuses Pyrénées. On notera à ce moment-là une 12e étape au départ d'Auch et une arrivée à Hautacam qui précédera un second contre-la-montre entre Loudanvielle, si je le dis bien, et Péragude. J'espère ne pas offenser. Voilà. Il y a ça acquiesce un petit peu, ça va? Péragude, ok. Oui, c'est vrai, pardon, je vous ai pas allumé n'importe quoi, je suis. Et enfin, viendra le temps de la 3e et dernière semaine de ce Tour de France homme. Mardi 22 juillet sera le grand retour du Mont Ventoux sur la grande boucle, à l'occasion de la 16e étape, puis remonter vers les Alpes du Nord et Valence, Courchevel et le col de la Lausse pour la 18e étape, ou encore Albertville et la Plagne pour cette grosse 19e étape qui sera vraiment la dernière grosse difficulté en tout cas de ce Tour de France masculin avant les derniers coups de pédale et le célèbre retour sur les Champs-Élysées, puisque rappelez-vous cet été l'arrivée a été improvisée à Nice puisque Jeux Olympiques obligent à Paris, et la 20e et pénultième étape se fera entre Nantua et Pontarlier. C'est au total 3320 km de route pour plus de 50 kilomètres de dénivelé positif, ça fait mal à entendre ça. Et pour un parcours, surtout, c'est la grande information, c'est un parcours 100% français. Est-ce que ça vous a fait plaisir de savoir ça, surtout que je sais pas du tout s'il y a un attrait pour ça, mais on a eu beaucoup de départs et de passages par les pays limitrophes. Ce Tour de France, ça vous a fait réagir ou pas plus que ça? C'est pas vraiment moi le Tour de France parce que le fait que ça parte dans les pays étrangers, c'est pas encore contraignant, ça permet de voir aussi d'autres paysages, et puis les pays ont accepté de façon de jouer le jeu en faisant les grands départs du Tour. Je pense par exemple au Danemark, ils ont vraiment joué le jeu de faire le grand départ. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment le parcours excellent, et surtout je pense que ça va mettre un peu de suspense parce que Pogačar, je sais pas si vous vous en souvenez autour de la table, mais Pogačar il avait perdu du temps par exemple au Ventoux ou au col de la Loze. Donc est-ce que ça va permettre, même s'il a tout remporté, est-ce que ça va permettre un peu de suspense? Je pense que on peut s'attendre à quelque chose. Ok, très hâte, grâce à toi, Baptiste, tu me donnes l'eau à la bouche pour ce départ-là. En tout cas, un parcours qui fait envie, si je cite Romain Grégoire, ouvert à tous pour Valentin Madouas, ou encore digne d'une grosse bataille pour le maillot jaune, s'avance Arnaud Desmar. Et pour ce qui est du Tour de France femmes avec Zwift, la 4e édition marque le passage à 9 étapes contre 8 depuis son grand retour en 2022. Les coureuses partiront de Vannes dans l'ouest breton et parcourront 1165 km, et donc pour 17 km environ de dénivelé positif, des records pour la course qui passera par Brest et le Finistère pour une deuxième étape très plate, puis prendra tranquillement la direction de l'Est et des Alpes en coupant la France dans sa largeur. On ira alors direction Angers, puis Poitiers sur le plat, en grande partie encore, avant de rejoindre les côtes escarpées du Massif central et Clermont-Ferrand, ville départ de la 6e étape. On assistera à un final alpin, la montée du col du Granier avant l'arrivée de la 7e étape à Chambéry, une 8e étape Rennes entre Chambéry et le col de la Madeleine à Saint-François-Longchamp, et donc une 9e et dernière étape avec 3 ultimes difficultés avant Châtel, les Portes du Soleil, épilogue de cette édition
2025. Et d'ailleurs, un dernier mot de cyclisme avant de passer au football. La néerlandaise Demi Vollering, vainqueur justement en 2023 du Tour de France Femmes et deuxième cet été pour 4 petites secondes, change d'équipe et signe chez FDJ Suez. La coureuse de 27 ans quitte SD Works où elle roule depuis 2021 pour rejoindre à la rentrée 2025 la formation tricolore. Elle fera équipe notamment avec les talentueuses françaises Juliette Labousse et Evita Mucic. Il est temps d'aborder quand même ce gros volet football avec retour hier soir. Vous l'avez certainement suivi ou du moins vous avez eu pas mal très certainement passer les résultats. Je pense que c'est un peu compliqué de passer à côté de ça. C'était la 68e cérémonie du Ballon d'Or. Une cérémonie qui a pris l'accent espagnol à Paris au théâtre du Châtelet, puisque le trophée masculin est revenu à Rodri, international espagnol et milieu de Manchester City, tandis que la récompense a été décernée chez les femmes à sa compatriote Aitana Bonmati, qui conserve, elle, son titre. Le Brésilien Vinicius Junior et l'Anglais Jude Bellingham, absents de la cérémonie après le boycott de leur club, le Real Madrid, complètent le podium chez les hommes, alors que le club madrilène, pour le trophée de meilleur club masculin de l'année et son entraîneur Carlo Ancelotti, élu meilleur entraîneur masculin de l'année, ont été également récompensés. Et si ce n'est pas le Real Madrid, c'est au tour du FC Barcelone de rafler les autres prix. Ainsi, le club catalan a été désigné meilleur club féminin au monde. Le jeune Lamine Yamal, avec 17 ans, s'est vu remettre le trophée Copa du meilleur jeune de moins de 21 ans. Et en plus de ça, un podium 100% barcelonais pour le Ballon d'Or féminin, puisque avec Bonmati, on a derrière elle la Norvégienne Caroline Graham Hansen et l'Espagnole Salma Paraluelo pour ce podium du Ballon d'Or féminin. Et enfin, l'Argentin Emiliano Martinez s'est vu remettre pour la deuxième année de suite le trophée Yashin de meilleur gardien. Emma Hayes, coach des équipes féminines de Chelsea des États-Unis, celui de meilleure entraîneuse de l'année. L'Espagnole Jennifer Hermoso, encore une Espagnole, Jennifer Hermoso, trophée Socrates qui récompense un engagement social et caritatif. Et le trophée Gerd Müller du meilleur buteur de la saison est partagé entre l'Anglais Harry Kane et notre Frenchie Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette cérémonie? Bim, bam. T'as vu? C'est pas prêt. Non, vas-y. Le Ballon d'Or, enfin, pour moi, ça pue vraiment de valeur, quoi. Quand tu vois le vote je crois, du journaliste de Salvador, là, qui met même pas Vinicius dans le top 10, c'est des trucs, enfin, ça a vraiment, moi, j'ai même pas regardé, j'ai regardé le résultat à la fin et ça m'a fait ni chaud ni froid de voir Rodri et pas Vinicius. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est anecdotique, quoi. C'est du vent pour toi. Ouais, voilà, c'est... Parce que qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, maintenant, ça n'a plus le poids que ça avait. Bah, exactement. Avant le Messi Ronaldo. En fait, je trouve que ce qui a perdu de son charme, c'est toute l'animation autour du Ballon d'Or. Avant, il y avait juste le Ballon d'Or. Maintenant, il y a plusieurs trophées et ça perd un peu, ils ont voulu théâtraliser ça à fond, quoi, alors que, de base, c'est juste une seule récompense et maintenant, même les joueurs, c'est devenu leur objectif de leur saison. Alors que, avant tout, c'est pour récompenser un collectif, et bien sûr la performance d'un joueur. Moi après je vais revenir sur les sacres. Moi honnêtement je trouve il y a aucun scandale dans tous les sacres qu'il y a eu. Je trouve que Rodri quand même représente vraiment le football collectif par excellence. Il aurait pu l'avoir l'année dernière. Ça c'est Messi finalement qui l'a obtenu, mais il n'y a pas de scandale. Vinicius aurait le mérité aussi, c'est sûr, mais bon faut faire des choix et il y a aucun vol là-dedans. Martinez aussi, mine de rien, on l'aime pas, mais c'est quand même un très très bon gardien. Il a fait une superbe saison avec Aston Villa, qui a fini 4e de la Première Ligue. Avec l'Argentine, il a encore été décisif en Copa América. Concernant Yamal, moi, il m'a ébloui contre la France en demi-finale de l'Euro. Il a mis un but exceptionnel. Donc voilà. Et Ancelotti, bien sûr, pour sa longévité et encore les 5e Ligue des Champions, je crois, c'est exceptionnel. Donc grosso modo, moi je pense qu'il y a pas choqué, mais je comprends l'avis de Antoine. Après je trouve que c'est plus les gens qui en font trop, mais après le Ballon d'Or aux yeux de tout le monde, ça reste quand même l'indistinction, genre toute l'année tout le monde en parle et c'est quand même une récompense qui n'est pas anodine. Ok, très bien. L'Espagne est quand même ultra représentée cette édition. Et si je peux juste un mini coup de gueule, les spoils, on n'en peut plus parce que il y a plus de surprise en fait. On connaît déjà le top plusieurs heures à l'avance et là le fait qu'il y ait eu le boycott en plus de la part des joueurs du Real, ça a un peu. Ouais, c'était annonciateur de quelque chose. Exactement. Ouais. Mais bon, en tout cas ils ont essayé cette année. Ils avaient dit on préviendra pas le gagnant. Voilà. Après qui est prévenu que c'est pas lui qui gagne, voilà, ça
Ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. On va en parler dans un instant dans le moment nordiste, mais un petit mot quand même sur le derby Lens-Lille, à nouveau. Dans la continuité du derby du Nord qui a encore eu son lot d'agitation sur et en dehors du terrain, la Voix du Nord nous a appris hier que le RC Lens avait envoyé un courrier à la Ligue professionnelle de football, notamment à sa commission de discipline. La raison, demander des explications et sûrement des sanctions sur les célébrations lilloises de Lucas Chevalier et Jonathan David. Les deux Lillois ont mimé des tirs en direction du public lensois après l'ouverture du score de l'attaquant canadien sur penalty, c'était dans le temps additionnel. Chevalier aurait ajouté à cela un geste obscène, toujours en direction de la tribune lensoise. Des provocations à l'origine de vives tensions et de mouvements de foule dans les tribunes Marek et Tranin. Une tentative d'envahissement de terrain aurait alors été stoppée, mais 2 stadiers ont été blessés au moment de contenir le public. Un autre geste d'un kiné du staff lillois est également pointé du doigt par le club artésien. Pour ce qui est de ces épisodes de folklore, en tout cas, on vous en parle plus en détail juste après les news. C'est dans le moment nordiste présenté par Guillaume et Baptiste, évidemment. Et un dernier mot football, après la Ligue 1, on descend d'un étage ou même de 3 en National 2 où jouent désormais les Girondins de Bordeaux, puisque ce mardi, le club a évité la liquidation judiciaire à la suite de l'audience tenue au tribunal de commerce, informe le journal L'Équipe. Bordeaux peut poursuivre son activité jusqu'au 30 janvier prochain et les parties seront convoquées le 21 janvier afin de, je cite, commencer à voir un plan de continuité de l'ancien pensionnaire de Ligue 1. Pour rappel, les Girondins ont besoin de 3,6 millions d'euros pour financer le plan de sauvegarde de l'emploi du club en pleine crise. Son propriétaire, Gérard Lopez, qu'on connaît un peu aussi dans le Nord, n'était pas présent à l'audience ce mardi et n'aurait à ce jour pas injecté de nouveaux fonds. Un mot d'Ovalie et d'équipe de France à présent. C'était plus que pressenti. L'ouvreur toulousain Romain Ntamak, victime il y a 2 semaines d'une déchirure au mollet droit, n'a pas été convoqué par Fabien Galtier pour la tournée d'automne du 15 de France. Le joueur, au 37 sélection, est mis au repos alors que le groupe voit le retour de son capitaine et toulousain Antoine Dupont après plus de 10 mois d'absence et une période dédiée au rugby à 7 pour le champion olympique. Ça lui a réussi. Il récupère ainsi le brassard qui avait été confié depuis à Grégory Aldrit. On approche aussi de la fin de saison de Formule 1, je vais pas vous faire intervenir là-dessus, j'ai bien compris, avec plus que 4 grands prix à disputer, dont le prochain ce week-end à Sao Paulo. Déjà pénalisé en course ce week-end au Mexique, le néerlandais Max Verstappen devrait perdre 5 places sur la grille au Brésil. Toutefois, si son écurie Red Bull compte monter un nouveau moteur à sa monoplace et doit piocher au-delà alors de la limite autorisée par le règlement, ce ne serait pas si grave au Brésil où il est relativement facile de dépasser, a argumenté Helmut Marko, conseiller spécial de l'écurie autrichienne. Rien n'est encore acté, tandis que le leader du championnat pilote ne compte plus que 47 points d'avance sur le Britannique Lando Norris, lancé à sa poursuite pour le trône. Et je terminerai très rapidement avec un peu de basket. On termine du côté des Amériques, mais pas le sud avec Sao Paulo, mais au nord, aux États-Unis, pour un mot NBA. En Floride, dimanche, peut-être vous l'avez aussi aperçu sur les réseaux, l'ancien meneur des Miami Heat, Dwayne Wade, a découvert une statue à son effigie inaugurée devant la Kaseya Center, la salle de la franchise. L'œuvre, rapidement moquée sur les réseaux, représente D-Wade lors d'une célébration marquante un soir de mars 2009, alors qu'il montait sur la table des commentateurs après un buzzer beater incroyable face aux Chicago Bulls pour s'exclamer "This is my house". Super accent. J'ai pas du tout envie de me réécouter sur celle-là. Qui veut dire tout simplement "c'est ma maison" en français. Alors, statut réussi ou non, on vous laissera vous faire votre avis. Et puis pour conclure, direction le Texas et les San Antonio Spurs, la franchise de notre superstar Victor Wembanyama. Son entraîneur Greg Popovich a asséné de violentes piques en conférence de presse samedi à Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle états-unienne. Je cite, "Il est pathétique, c'est un petit homme, c'est un pleurnichard et on le sait tous. Vous ne l'engageriez pas pour garder vos enfants, vous ne l'engageriez pas si vous aviez une entreprise, vous voulez vraiment quelqu'un comme lui dans votre entreprise? Jamais", a affirmé le coach de 75 ans, de quoi animer aussi dans la sphère du sport l'élection prévue le 5 novembre prochain, où le républicain Trump fera face à la candidate démocrate Kamala Harris. Voilà. Je dénonce aussi. On y va. Vous avez un mot sur la présidentielle? Non? On parle MotoGP? Ça va. Voilà pour la fin de ces news. Et écoutez, il est temps d'aborder un autre moment qu'on attend un peu plus que les news, je pense, ce soir, avec Guillaume et Baptiste qui s'y collent à 2 cette fois. C'est l'heure du moment nordiste tout de suite sur le Campus Sport Club. Samedi, c'était chaud, c'était Lens, c'était Lille, c'était le derby du Nord dans le moment nordiste. J'ai réclamé il est trop bien. Il est pas mal en fait. Ouais, il est bien. Du coup, j'ai réclamé après de l'argent. Bien sûr, Guillaume et Baptiste qui ont suivi le derby Lens-Lille ce samedi, mais plus que le suivre, vous étiez au stade. Vous étiez là pour donc racontez-nous un peu comment vous avez vécu ce derby Nord.
C'est ça, quoi de mieux pour ce moment nordiste que de revenir sur le 115e derby du Nord de l'histoire entre Lens et Lille. Match à fort enjeu pour les deux équipes. Avant le match, elles comptaient le même nombre de points, 14, et pouvaient espérer recoller à Marseille, 3e en cas de victoire. Derby joué dans un stade Bollaert à guichet fermé pour la 53e fois consécutive. L'occasion pour nous de vous partager l'ambiance à la mi-temps du match au moment des traditionnels corons. Sur le terrain, ce sont les Lensois qui ont le mieux attaqué cette partie, mettant à l'épreuve Lucas Chevalier dès la 4e minute, qui détourne un tir de l'attaquant Zarouri. C'est ensuite Edon Zegrova qui va buter sur Brice Samba, dans ce duel à distance entre le gardien numéro 2 de l'équipe de France et le possible futur gardien des Bleus. À la mi-temps 0-0, mais c'est Lens qui fait la meilleure impression. Au retour des vestiaires, la physionomie reste la même, avec un avantage au point pour les Lensois, qui vont se voir se faire sanctionner en toute fin de match d'un penalty après une main de leur défenseur Kevin Danso dans son duel avec l'attaquant lillois Mohamed Bayo. Penalty que convertira Jonathan David, le buteur canadien du LOSC. Avant que ce même Bayo douche quelques instants plus tard les maigres espoirs d'une égalisation lensoise après un rush en solitaire conclu du pied droit. Lille remporte donc son derby, 3 jours après l'avoir remporté à Madrid contre l'Atlético en Ligue des Champions, et revient à hauteur de Marseille, défait ce week-end lors du Classique. Une victoire qui a généré quelques tensions en fin de match entre les deux équipes, les Lensois reprochant des gestes déplacés et obscènes du gardien lillois Lucas Chevalier en direction du public lensois, mais tout ça c'est plutôt bien terminé et il n'y a pas eu d'échauffourée entre les supporters lensois et lillois. Baptiste, toi qui étais présent au match, comment était l'ambiance dans les tribunes? On rappelle que 1000 supporters lillois étaient présents en parquage visiteur. Ouais, exactement. J'étais en tribune Le Pagno, donc comme tu l'as dit, pour ce 115e derby. Et donc avant le match, donc l'ambiance était plutôt électrique entre les supporters lillois et lensois avec des pics de chaque côté. L'annonce de l'échauffement par le speaker Silvano promettait une grosse ambiance pour le derby du Nord à Bollaert. Le stade s'est éveillé notamment pour accueillir ses joueurs. Ouais, un magnifique tifo avait été fait par les Red Tigers, donc le groupe de supporters du RC Lens, à l'effigie de GTA San Andreas, le jeu vidéo. Il s'est déployé tout autour du stade lors de la mythique lensoise, entonnée par un chœur de plus de 38 000 Lençons en feu. La mission des joueurs était inscrite sur le tifo, remporter le derby dans un contexte de tension et de chambrage, avec notamment cette phrase « Mission carnage, massacrer ces 11 clébards pendant 90 minutes ». Malgré 10 premières minutes avec une ambiance mise par les supporters lensois, l'ambiance a été par la suite à l'image du match, c'est-à-dire pas si exceptionnelle que d'habitude. À noter par contre les corons entamés, comme tu l'as dit, par l'ensemble du stade. Dans ma tribune, pour ma part, on a eu du mal à ressentir une ambiance digne des grands matchs, par exemple comme contre Arsenal, alors que pourtant le début du match promettait vraiment une grosse ambiance. Il faut quand même relativiser et dire que c'était quand même une bonne ambiance. Le but sur penalty de Jonathan David a provoqué donc la joie des supporters lillois dans un stade qui s'est climatisé, on va se le dire clairement. Et donc on a eu du chambrage des deux côtés, comme je l'ai dit, d'abord avec le tifo qui annonçait la couleur, puis des insultes de part et d'autre pour finir à la célébration de Jonathan David et de Lucas Chevalier. Donc j'ai interrogé un supporter lillois, Simon Lallemand, 19 ans, en tribune de la cour. Lui aussi s'attendait à l'ambiance tant attendue de Bollaert, mais a été plutôt surpris et dans le mauvais sens. Il m'a confié avoir eu du mal à reconnaître le Bollaert des grands jours. Pour lui, ce n'était pas l'ambiance que lui avaient confié ses amis lensois, mais aussi ce qu'il avait vu dans la presse. Et Baptiste, tu parlais du but de Jonathan David. L'attaquant canadien est venu nous voir en zone mixte à la fin du match pour parler et évoquer sa célébration. Et pour lui, il n'y avait absolument pas de chambrage. Pour moi, c'était de la joie, du relâchement. Voilà. Après, que je prends un carton, peut-être pour moi, c'est pas nécessaire, mais après, l'arbitre, il fait ce qu'il veut. Et tu fais quoi, le pistolero? C'est à l'adresse des supporters lillois? Parce que t'es devant la tribune de Lens. Ouais, nos supporters sont juste à côté aussi. Alors, c'est l'arbitre qui voit. Après, moi, je fais ma célébration. T'avais pas l'intention de chambrer? Non, pas spécialement.
L'entraîneur lillois Bruno Genesio s'est également exprimé sur l'attitude provocatrice de son gardien Lucas Chevalier au coup de sifflet final. Je sais que les remarques lui ont été faites. Je crois que ça reste encore un très jeune joueur. Il est lillois. C'est peut-être lui qui a vécu le plus d'émotions dans ce derby, parce que lorsque vous êtes né à Lille, et forcément c'est encore une émotion supplémentaire par rapport à... Voilà, je pense qu'il doit apprendre aussi. C'est un garçon qui est extraordinaire. C'est pas du tout le style de garçon à être irrespectueux. Voilà, je pense que ça peut arriver. On lui a fait la remarque et ça se reproduira pas. Comme l'évoquait Adrien un peu plus tôt dans l'émission, le club artésien a déposé un courrier à la Ligue de football professionnel pour demander des explications concernant les gestes déplacés et obscènes des Lillois. Enfin, il a beaucoup été question au coup de sifflet final du pénalty généreux accordé aux Lillois. Côté lensois, Jean-Louis Léca, ancien gardien de but du RC Lens, aujourd'hui coordinateur sportif du club artésien, s'est invité en zone mixte et n'a pas mâché ses mots concernant l'arbitre du match, Monsieur Bastien. On a dit deux gestes ce soir, on a vraiment touché la problématique de l'arbitrage français. Ça s'appelle l'ego de certains arbitres. Parce que la règle elle est claire. Quand le ballon est touché par une partie du corps et après va à la main, d'accord, il n'y a pas pénalty. La règle elle est très claire. Et en plus de ça, la VAR l'appelle. Si la VAR est appel, c'est qu'un monde. Non. Mais par contre, on est toujours, voilà. Certains arbitres, on se déjuge pas. La problématique du football français ce soir, c'est l'ego de certains arbitres. Donc je vous pose la question à vous à présent autour de la table. Est-ce que pour vous, il y a péno ou pas péno pour le LOSC ? Péno, pas péno. Pour moi, après, je suis lensois, mais pour moi, il y a... c'est bien, précise. Il y a vraiment, enfin, il y a pas péno parce que il faut aussi voir une vision d'ensemble et la cohérence des arbitres, parce que sur plusieurs matchs, il y a déjà eu des situations comme ça, où le penalty est sifflé, des fois il est pas sifflé. Donc c'est un peu à l'interprétation de l'arbitre et je trouve qu'il y a trop de place à l'interprétation aujourd'hui. Pour les arbitres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et justifier avec un texte du règlement, mais en fait, il y a un texte pour faire l'inverse. Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent et des clubs... moi, j'ai vraiment des situations en tête à Lens où il y a eu la même situation et ça n'a pas été sifflé. Donc, c'est ça qui me dérange. En fait, c'est la cohérence de l'arbitrage français. La continuité d'une décision d'un match à l'autre qui peut varier. Enfin, surtout que la main, c'est le problème numéro 1. Enfin, en tout cas, le problème pour ce qui est des décisions les plus houleuses. Parce qu'en plus, comme le dit Jean-Louis Léca, moi je pensais pareil, quand le ballon il touche le corps puis la main, pour moi il y avait pas pénalty non plus. En plus, il se fait un peu pousser, c'est pas une occasion franche de but. Il y a aucune annulation de grosse occasion de but, quoi. Ouais. C'est aussi là peut-être ce que tu appuies toi, c'est que dans la vitesse d'exécution et le fait que ce soit un tacle glissé, il peut encore moins enlever son bras. Alors que c'est pas juste, je fais un mauvais contrôle et le ballon heurte ma main parce que il y a aucun moment il fait exprès. Alors que t'es pas mis en danger. Ouais. Moi, ça me paraît lunaire de siffler penalty. Ok. On précise. Je suis en soi. J'aime bien. Et Baptiste, toi qui étais au stade, ouais, vous pas d'image, mais comment ça s'est joué cette décision-là, ce temps d'attente? Au niveau du stade, déjà dans l'ambiance, oui, ça a été très critiqué dans ma tribune. Après, comme tu l'as dit Antoine, moi je trouve qu'il n'y a pas pénalty. Après, est-ce que c'est scandaleux? Donc ça, c'est une autre question. Non, je trouve pas que c'est scandaleux. Le problème, comme tu le dis, c'est qu'il y a un manque de cohérence entre l'arbitrage français et que si c'est sifflé dans un autre match, ça doit être sifflé à Lens. C'est tout, c'est comme ça. Et puis, comme j'avais entendu Patrick Vieira sur DAZN, il disait bien que ça accompagne le geste du tacle. C'est pas le fait que Danso met directement la main, c'est son genou qui amène le fait que le ballon va sur sa main. Donc oui, pour moi, il y avait pas penalty. D'accord, bah c'est bien, ça permet de ressoulever tout ça, puisque finalement, s'il n'y a pas ce penalty, le deuxième but, enfin, on a du mal à le voir arriver aussi. Mais c'est vrai que c'était pas le plus grand derby de l'histoire. Je trouve que s'est un peu assoupi devant. Ouais, c'est même vu du stade, comme je l'ai dit, le niveau stade ambiance. nous a pas renvoyé, moi de la télévision, je parle bien sûr de chez moi, il m'a pas renvoyé l'ambiance que j'ai pu connaître quand j'y suis allé. Non, même il y avait des moments où je trouve que les Lillois, franchement, ont mis une très grosse ambiance niveau parquage. Voilà, comme j'ai dit, c'était à l'image du match, c'est-à-dire pas si exceptionnel que ça. Ça poussait à certains moments au moment où les Lensois faisaient de belles actions, mais sinon à part ça, il n'y a pas eu une grosse ambiance au niveau du match dans la globalité. Vas-y, un dernier mot, Antoine. Parce que moi aussi, j'étais au stade et en fait, même on se souvient pas, mais l'année dernière, pareil, le derby, c'était une ambiance pourrie, peut-être la pire ambiance de la saison. C'était juste après Arsenal où on avait gagné et je pense expliquer ça par la tension du match.
même pour moi, c'est hyper dur de chanter quand il y a des actions lilloises. Le souffle, il est coupé. On a peur, la peur de la défaite, en fait, je crois que ça met une tension sur le stade. Ouais, plus que victoire ou défaite, c'est, l'enjeu, parce que c'est Lille. Ouais, voilà. Ça canalise un peu, ça étouffe, en tout cas, cette ambiance. Bah, merci pour ce retour. Avec plaisir. T'étais aussi à Arsenal? Pour comparaison? Ouais. Donc t'étais au match contre Arsenal, donc t'as pu aussi constater. Arsenal, c'était expert. C'est exceptionnel. On a des experts ambiance ici. C'est génial. On va pouvoir faire appel à vous. Quand vous serez pas en direct dans l'émission, on vous appellera, hein, quand même. On va utiliser le test d'ambiance à chaque stade. Super. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour ce retour dans ce moment nordiste. On va avancer. Petite pause musicale avant d'attaquer le rush final et Julia et ses immanquables. Sélection musicale du soir. J'ai pensé à notre Antoine Dupont national qui revenait, qui nous a marqué avec ce rugby à 7, mais ce rugby à 7 qui nous a aussi marqué avec les petits pas de Corée là. Je pense que c'est aussi un peu d'une certaine manière se rappeler les jeux. Petit son de Will Smith, Miami, qui était sorti dans Big Willie Style. Ça remonte là aussi, j'étais pas né. S'écoute ça, et bien sûr la fin du Campus Sport Club avec les immanquables de Julia. Will Smith, Miami, c'était à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM pour la suite et fin de ce Campus Sport Club saison 4 épisode 5. Je l'avais même pas rappelé ça, mais ça avance vite cette saison puisqu'on arrive déjà, on est passé à l'heure d'hiver. Et ouais, ça fait un peu mal aux yeux. On va pouvoir attaquer avec la dernière chronique. Après, il y a peut-être un petit bonus, mais on verra tranquillement. On va laisser le temps à Julia pour, bien sûr, les immanquables. On arrive doucement à la conclusion de l'émission. Tout de suite, c'est les affiches à ne pas manquer dans le Campus Sport Club. Ouais, elle passe bien aussi ta voix. mieux. Du coup, je ne sais pas si t'as entendu. Je n'entends rien, mais je vous fais confiance. Il y a un petit couac en studio, mais du coup, c'est marrant, ça fait presque private joke. Julia, qui va attaquer ses immanquables avec du ballon rond, pour pas changer, si j'ai envie de dire. Ah, bah, j'étais parti sur la balle jaune, mais je peux partir sur le ballon rond. Mais non, bien sûr, la balle jaune. Oui. Balle jaune, donc. Petite balle jaune. Allez, on commence par ça, du coup. Cette semaine, vous pourrez continuer de suivre l'ultime Master 1000 de l'année, en tennis, qui se joue pour la dernière fois à l'Accor Arena de Bercy. Demain, les Français seront nombreux sur le court. Hugo Humbert et Arthur Rinderknecht affronteront respectivement les Américains Marcos Giron et Alex Michelsen. Autre duel prévu entre Arthur Fils et Struff, Giovanni Mtishipirikar et Kachanov, ainsi que Adrian Manarino face à Zizou Bergs, tombeur de Richard Gasquet bien sûr. Les meilleures rencontres seront diffusées sur France.tv et la finale du Rolex Paris Master sera à suivre dimanche dès 15h sur France 3. Donc je voulais juste vous demander, messieurs, est-ce que vous voyez les tricolores aller loin cette semaine, même s'ils n'ont pas été très vernis, on va dire, au tirage? Moi, je vais faire un petit prono vite fait comme ça, mais Gasquet, pour moi, il va pas aller très très loin. C'est tout pour moi. Merci. Plus sérieusement, il y en a un vous voyez un Français en tout cas se détacher peut-être des autres? Mtishipirikar, moi, et que la suite, je pense que ça va être dans la continuité. De son tournoi à balle, ok. Arthur Fils aussi, qui a quand même fait demi-finaliste et qui est quand même top 20, meilleur français, avec Humbert aussi. Donc, non, je pense que les Français, ils peuvent faire pas mal. Là, ils sont tous sortis, ils ont tous gagné à peu près hier, je crois. Que, ouais, ça s'attend à des bonnes performances quand même, je pense, cette semaine. De bon augure, Julia. De bon augure. De bon augure. Et toujours en tennis, mais féminin cette fois-ci, c'est le dernier tournoi majeur de 2024. Le WTA Finals ou Master démarre ce vendredi et réunit les 8 meilleures joueuses de la saison. L'enjeu principal sera de déterminer qui terminera l'année sur le trône de numéro 1 mondial entre Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, qui sont coude à coude depuis plusieurs semaines. Un petit peu de Ligue des Champions maintenant. Le LOSC accueillera la Juventus Turin mardi prochain et l'AS Monaco se déplacera sur le terrain de Bologne. Autre affiche, pas des moindres, Liverpool, Bayer Leverkusen, Sporting Club Portugal face à Manchester City. Tous les matchs sont prévus à 21h. Mercredi, les autres clubs français devront cravacher entre le Stade Brestois en déplacement au Sparta Prague et le PSG qui recevra l'Atlético de Madrid au Parc des Princes. Petit tour en Ligue 1 évidemment. Vendredi, Lille remet le couvert face à l'OL à 21h. Samedi, le Paris Saint-Germain jouera à domicile face au RC Lens à 17h. Et pour terminer, le week-end, le FC Nantes accueillera l'OM au stade de la Beaujoire. Rendez-vous 20h45, n'est-ce pas Adrien? Petite page rugby avec l'Autumn Nation Series. Avant de retrouver donc nos bleus, quelques rencontres sont organisées. En guise de mise en bouche, d'abord Angleterre-Nouvelle-Zélande samedi 16h. Puis un petit Écosse-Fidji à 18h30 sur beIN Sport. Cependant, le championnat de top 14 se poursuit, même sans ses internationaux. Petit résumé alléchant des rencontres à ne pas manquer du week-end. ASM Clermont, Union Bordeaux-Bègles, samedi 14h30. Stade Rochelet
Stade Français à 21h et dimanche, l'Aviron Bayonnais accueillera le leader toulousain. Dans la soirée également, toutes les rencontres seront à suivre sur Canal+. En natation, Léo Marchand, quadruple champion olympique, a décidé de snoober les championnats de France de petit bassin à Montpellier pour se consacrer à sa préparation des mondiaux. Le nageur poursuit sa tournée asiatique après Shanghai et Incheon. Il conclura avec une 3e étape du côté de Singapour. De jeudi à samedi, Marchand sera aligné sur plusieurs courses. Les séries démarreront vers 3h30 du matin pour les plus courageux d'entre vous. Et les finales sont annoncées à partir de 12h30. Qui sait, France Télé bousculera peut-être encore sa programmation pour diffuser le sous-marin toulousain. Je voulais conclure donc cette chronique avec en mettant à l'honneur un sport un peu moins médiatisé mais pas moins spectaculaire. Ce week-end aura lieu le Grand Prix de France de patinage artistique et de danse sur glace. La saison se poursuit et cette compétition est décisive dans la course à la qualification au final, prévue au mois de décembre. La compétition est prévue du côté de l'Ice Park d'Angers pour la 3e année consécutive et sera à suivre sur France 3 ce samedi. Le tenant du titre, le tricolore Adam Chiaunfa, double champion d'Europe et médaillé de bronze mondial, est donc l'un des athlètes les plus attendus. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup pour ce mot patinage artistique. Ouais, je suis pas... Avec plaisir. Et pour Léon Marchand, les finales, je suis là. Ah, normalement, ils seront diffusés. Les séries, je suis là, mais dans mon lit. C'est ça. Moi, perso, je sais pas vous. Mais... Super, c'est vrai que ce Léon Marchand, il va, j'espère, nous épater encore à ces championnats du monde à Budapest. C'est ça? Budapest, exactement. Hongrie, exactement. Il reste quelques minutes. Moi, j'avais préparé quelque chose au cas où, mais c'est juste voir aussi si vous aviez l'esprit de compétition et puis savoir si ça allait être quelque chose qui pourrait revenir plusieurs fois dans l'année, avec des petites questions en lien avec l'actualité sportive du moment, puisqu'on en a déjà bien parlé depuis 23h00, mais il y a toujours des petites choses, des petits trucs ici et là qu'on n'a pas fait. Est-ce que vous voulez vous challenger entre vous défier? Allez. Ça a de la rapidité, là, il va falloir dégainer. C'est des questions, j'attends une réponse, faut y aller. Il y a peut-être des infos même qui ont été glissées pendant l'émission. On va voir pour ceux qui ont bien écouté, les petits camarades. Première petite question, tiens. Quelle personnalité française importante a été célébrée après le coup de sifflet final de France-Hongrie en handball féminin samedi à Tremblay? C'était pas Olivier Crumble? Mais si, Julia qui prend le Puntos, l'ancien sélectionneur des Bleus qui à 66 ans a intégré le Hall of Fame. Et ouais, il y en a une qui suit, c'est bien. Quelle écurie est actuellement 2e au classement constructeur en Formule 1? Il y en a un qui l'a dit. C'est ça le truc du quiz. C'est Ferrari, non? Oui, c'est bien Ferrari grâce à la victoire de Sainz avec 25 points et la 3e place de Leclerc. 16 points, ils sont repassés devant Red Bull, parce que Verstappen avec 8 points marqués et Perez 0, 17e de la course, ont fait chuter l'écurie à nouveau d'un rang. Quel événement sportif rêve d'accueillir Montpellier en 2027? C'est encore en lien avec les résultats. Les championnats du monde de tennis de table. Oui, du hasard. Guillaume, c'est pas la pour l'instant, tout le monde a une réponse. Baptiste est en danger. Je suis perdu là. Sinon, Baptiste, tu reviens plus jamais dans l'émission. Ah, oui, okay, c'est les championnats du monde de 2027 de tennis de table. C'est ce qu'a révélé au Parisien Christian Assaf, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, à l'occasion du WTT Champions, gagné par notre Félix Lebrun. Et une petite question, une petite dernière pour la route. On va voir si Baptiste est sous pression là. Qui est Yomif Keselcha? Et en attendant, voilà, c'est sûr que je vais devoir partir, je pense. Yomif, c'est ça. Hein. Yomif Keselcha. Un petit indice. Un petit indice, athlétisme. Il a pas battu le record du semi-marathon. Exactement. C'est le record mondial du semi-marathon, un coureur éthiopien, désormais détenteur pour 57 minutes 30 secondes. C'était à Valence, en Espagne. Et c'est en lien avec l'actualité, des fois. Si t'as vu l'info, voilà. Bon, c'est tout. Tant pis pour toi, Baptiste. Et Antoine, du coup, qui gagne symboliquement. Voilà. Donc, on aura plus de temps. Il y aura peut-être même des hors-séries spéciales quiz. J'ai déjà fait et ça adore se jeter des bouteilles d'eau en studio. Donc, vous allez voir, c'est super comme ambiance. Merci en tout cas à vous quatre, Antoine, Guillaume, Baptiste et Julia, pour vos chroniques du soir. J'espère que ça a été. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Il est 23h59 et quelques secondes passées. On va vous laisser avec les musiques de la nuit sur Radio Campus 106,6 FM. Le Campus Sport Club, lui, revient la semaine prochaine. Et d'ici là, moi, je vous dis, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.